Ce film, c'est l'aventure de trois Bretons, Jordan, Clément et Aurélien, trois amoureux de la nature et des océans. Jordan, ou Michael, c'est un Breton pure souche, un passionné de surf qui ne quitte sa région que quand de bonnes vagues se font annoncer ailleurs. Clément, ou plutôt Clem, c'est le baroudeur de la bande. Il revient alors tout juste d'une traversée de la Nouvelle-Zélande à pied et trépine déjà de repartir vivre de nouvelles aventures. Et moi, Aurélien, je suis incapable de tenir en place et encore moins de filmer. 6 mois dans le Pays Basque et des rencontres avec la Surfrider et les gars de Solid Dream ont fait germer une graine dans mon esprit. Afin de donner un sens à notre voyage, nous décidons de créer une association, Ocean Cleaners. Ce projet nous permettra d'aller à la rencontre des protecteurs de l'environnement et plus particulièrement ceux qui agissent pour préserver nos océans. C'est une motivation supplémentaire pour s'enrichir personnellement et partager notre aventure à nos proches. La première étape de notre voyage nous conduit en Australie. Connu principalement pour ses kangourous et son surf, le pays abrite un écosystème unique au monde, la Grande Barrière de Corail, et compte près de 30 000 km de côte. Au fil de la route, nous rencontrons de nombreux acteurs qui agissent quotidiennement avec passion pour la protection du littoral et des océans. Parmi eux, Brad Farmer, créateur de la Surfrider Foundation en Australie, c'est un ancien activiste de Greenpeace. Il nous raconte son arrestation par les services secrets russes au cours d'une campagne antinucléaire dans les années 90. Being arrested by the KGB is a daunting experience for anybody. I was only 29. I was in the North Pole with the organization Greenpeace, which was very famous then. Sea Shepherd is more famous now. But it was really a turning point for the world and for me to realize the environment was threatened and very precious. And secondly, that it was possible for the actions of a few people to change the course of history. Nous rencontrons aussi Renée, de l'association Tangaroa Blue. Elle prend l'expression balayée devant sa porte au pied de la lettre et organise de nombreux ramassages sur les plages dans le sud-ouest de l'Australie, une région sauvage et encore très préservée. Probably it was about 14 years ago, and I remember picking up. I was down. Adrian was surfing, and I was down the beach, and there was this all rubbish on the beach. So I kind of started picking up those tiny little bits of plastic and filled up like a shopping bag, and it was like it's the smallest area too. It's obviously a little hot spot, but I think we just need to start seeing the value in what we throw away, and I think if we can do that, then that's going to change things dramatically. So we've got we see the waste as a resource instead of being rubbish. Il y aura aussi Neil, scientifique pour la barrière de corail, Matthew, chercheur sur les coraux, Heidi, fondatrice de Tangaroa Blue, Anna Jane, qui troque des déchets contre des vêtements, Jody, biologiste marin, Tim, qui encourage chacun à collecter 3 déchets à chaque sortie, Jake, photographe chez Sea Shepherd, Phil, représentant la Grande Barrière de Corail auprès du gouvernement, ou encore la Marine Response Team, qui protègent les littoraux de leur ville. Ces personnes, parmi de nombreuses autres croisées sur notre chemin, sont conscientes des menaces qui pèsent sur leur environnement et luttent quotidiennement avec l'espoir que la nature qu'ils aiment soit protégée et restaurée. Ces rencontres et témoignages nous enrichissent et renforcent notre envie d'agir au quotidien, à notre échelle. Nous participons et organisons donc de nombreux ramassages de déchets sur les plages australiennes.
Hi folks. Now we stop for a commercial break. Brought to you by the Free Frenchman. It's the one and only Eagle Double G. Oh, you're that group of 2 cars behind me then. Une rencontre qui nous a marqué est celle de John McGrath, bénévole chez Surfrider, qui nous embarque explorer un coin sauvage de la côte est australienne. Des plages paradisiaques, à l'écart de toute civilisation, mais fortement impactées par la pollution plastique. Nous décidons de passer 2 jours sur place pour collecter le plus de déchets possible. Au total, nous ramassons à 3 plus de 200 kg. Une goutte d'eau au vu des quantités qui sont déposées quotidiennement par les courants marins. John nous fait part de ses craintes et de son combat pour préserver ce paradis terrestre. On this headland that we're standing on, there are 2 plants that are found nowhere else on the planet. Just 2 weeks ago, and for the previous weeks before that, we're watching at least 5 pods of whales a day coming past here. We had little baby whales coming into the cliffs. We had 50 dolphins around the head of the whale. You know, where do you get to experience that? And how do we protect that so both our kids and grandchildren and future generations get to see that? Visitors as well, you know, we cannot take this for granted. This is gold that we're sitting on. Notre voyage nous fait prendre conscience de notre impact sur l'environnement. 6 mois après le départ, nous décidons de nous installer dans le sud-ouest de l'Australie. Cette pause nous permet de travailler, surfer et réfléchir à la suite à donner à notre projet qui doit se dérouler en Amérique du Sud. Avec le recul, nous réalisons que les actions menées ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan et que le voyage en van ne colle pas entièrement à nos valeurs et au message que nous voulons faire passer. En Amérique du Sud, nous souhaitons ralentir et simplement transmettre notre amour pour la nature et les grands espaces. C'est donc à travers un périple à vélo que nous, les 2 frangins, poursuivrons notre route, de la Colombie à la Patagonie, à travers la cordillère des Andes. Jordan, plus attiré par les vagues que les montagnes, décide quant à lui de prolonger son séjour en Australie. Au-delà d'assouvir notre soif de liberté, la petite reine nous permettra une immersion complète dans les espaces naturels traversés et une rencontre plus authentique avec les locaux. Notre périple débute à Bogota, capitale de la Colombie. Sans aucune expérience du vélo, ni vélo d'ailleurs, nous rencontrons notre ange gardien colombien, Jorge. Propriétaire d'un atelier de vélo, notre projet l'enthousiasme autant que nous, et il décide de nous filer un coup de main en nous montant des vélos sur mesure. Après quelques semaines pour troquer les shorts de bain contre des doudounes et préparer les vélos, nous nous élançons un jour de cyclovia. Passionnés de vélo, les Colombiens ferment tous les dimanches depuis 45 ans les grandes artères de leur capitale pour se réapproprier leur ville à coups de pédale. Les premiers jours de voyage sont grisants, épuisants et délicieux. Tous nos sens sont en éveil. Notre corps s'adapte lentement au rythme du vélo et carbure aux pâtisseries locales.
fuyant les grands axes, nous partons à la découverte de la Colombie rurale, de ses habitants et de ses montagnes. Nos a priori sur ce pays sont rapidement balayés par la gentillesse et l'hospitalité des Colombiens. Notre tente trouve toujours un bout de terrain et jamais nous ne nous sentons en insécurité. Quelques mots sur cette ascension, monsieur Trottel. Une ascension assez raide, difficile. Je dirais des pourcentages de 10%. Mais ça va, les gens tiennent jusque-là. Et on profite du paysage aussi. Pour nous, le vélo doit rester un plaisir et on ne se prive pas d'une balade en bus, surtout si on peut être l'attraction locale. Nous avons bien sûr quelques galères, mais c'est surtout un sentiment de paix profond qui nous envahit alors que nous reprenons contrôle de notre temps. Un petit mot, Clément Ouais, ça fait 1000 km que j'ai pas crevé. Kilomètre 1003. Sacré. Ça fait 1000 km que j'ai pas crevé. She feels she needs to leave when the fields are all covered in frost and the trees begin to breathe, opening or partly open doors while the others start to disagree on returning to rough and moving. Après notre premier passage de frontière à vélo, nous nous engouffrons dans le parc national le plus proche, le parc de l'Ange, qui n'a d'angélique que son nom. Bon bah petit dimanche tranquille, il fait 7 degrés. Et puis on s'est fait saucer toute la matinée. Je crois qu'on aime bien l'Équateur. Nous pédalons pour nous immerger en nature, roulant de parc en parc vers le sud et réalisons que le chemin est en fait bien souvent la destination. Sur l'avenue des volcans, en Équateur, les sommets nous aimantent et nous cédons à la tentation de poser les vélos pour parcourir les sentiers, à pied cette fois. Nous établissons notre camp de base près de Quito, dans la Casa des Ciclistas de Santiago, qui depuis 30 ans a accueilli plus de 2500 cyclistes de toutes les nationalités.
Plus au sud, c'est Lénine, un ancien guide de haute montagne qui nous héberge pour 2 semaines dans sa famille via le réseau Warm Showers qui met en contact les cyclo-voyageurs du monde entier. Un de ses amis guides, Mauricio, nous embarque pour l'ascension du Chimborazo, le plus haut sommet du pays à 6200 mètres d'altitude. Ses encouragements et son expérience nous permettent d'accéder au sommet pour profiter de vues sublimes. Et même si nous finissons sur les rotules, cela restera un des moments forts de notre aventure. On vient de craquer, on est à Cuenca et on va au Pérou, à Chiclayo, à 700 km/h. Bah alors Clément, t'as pas les jambes? Les premiers pas au Pérou, après 13 heures de bus, ça va, on n'est même pas dégommé, mais un beau petit choc culturel, j'ai l'impression. On va voir si ça va donner. Ah, la côte péruvienne. Des déchets, une autoroute, du trafic et pas de vagues. Rien de bien réjouissant. Et c'est en voulant retrouver les montagnes que nous connaissons la première grosse tuile de notre aventure. Bon, hier on est arrivé dans un petit village de Tanguche. On s'est fait voler notre portefeuille. Donc avec on va 10 € dedans, mais surtout les cartes bancaires. Par un gosse. Donc c'était branle-bas de combat dans le village. Et pour nous c'est retour à la case départ. À la Casa de Ciclistas de Trujillo. La grande ville d'à côté, donc ça. Et voilà. Et on s'est fait héberger par une famille qui nous a ouvert sa porte hier soir quand même. Le premier gros coup dur C'est sûr. de l'Amérique du Sud. Pour rebondir, nous prenons la direction de Huaraz et de sa cordillère blanche, qui regroupe les plus hauts sommets du Pérou. Avec des cols à plus de 4000 mètres, des montées de 2 jours et d'innombrables virages, nous sommes comme des limaces collées à la route. Mais les descentes ont de quoi donner le sourire. Les montagnes sont grandioses et les villages comme figés dans le temps. Bienvenue dans les contrées arides. Non, on est à 4000 mètres d'altitude en fait. Et puis c'est notre spot de camping là. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Et demain, par contre, ça risque de piquer un peu les jambes. Bon là on fait un peu moins les malins. Petit point sur la situation. Donc on campe à 4400 mètres au bord d'un lac. Ce matin, il faisait beau. On roulait tranquillement en sifflotant en short t-shirt.
Là c'est changement d'ambiance avec grosse grêle, grosse pluie. Là ça semble se calmer un petit peu. Ouais. Et gros orages. Et en montagne c'est jamais très rassurant. Et la température a bien chuté aussi. Ouais. Et voilà un peu le décor. De retour à Huaraz, nous préparons une nouvelle aventure. Un trek de 10 jours en autonomie à travers la cordillère Huayhuash, réputée sauvage et impardonnable. Première journée relativement difficile. Ouais. On a fait le pass qui est par là. 20 kilos sur le dos. 4700. Autant dire que c'était dur. Mais on est récompensé par notre première vue derrière. Bien sympa. Et par contre, ça, c'est pour nous. Bienvenue dans la saison des pluies. Bon, jour numéro 2. Et avant-dernier jour. Et la montagne a eu raison de nous sur le circuit Huayhuash. On a essayé de faire un pass, mais neige, pluie, froid, on était gelés. Donc on a fait demi-tour à notre point de départ et là on se réchauffe comme on peut, sous un petit thé. Regardez les saisons avant de voyager. Petit conseil. Le retard accumulé nous a entraînés en pleine saison des pluies. Et si nous voulons arriver en Patagonie avant l'hiver, il va falloir carburer. Nous faisons donc un saut de puce jusqu'à Cusco, ancienne capitale inca et forcément associée au Machu Picchu. Mais un autre site inca attise notre curiosité, Choquequirao, à 2 jours de marche de la première route. Seuls sur le site, nous profitons de ces instants paisibles pour nous interroger sur l'authenticité de visiter encore le Machu Picchu, une merveille menacée par l'érosion due à la surfréquentation touristique. Bonjour à tous et bienvenue à Manouchland. À Manouchland, nous cuisinons à même le sol. Nous avons des lits de l'âge de pierre, pas de porte, pas de fenêtre et étendons notre linge dans les chambres d'hôtel. On craque pour une laverie. Après 3 mois et les fringues sales, laver à la main. Merci. Est-ce que je peux avoir ton ressenti sur cette journée d'aujourd'hui? Ça fait 3 jours que j'ai chopé une petite bactérie, cloué au lit. Et là, ce matin, je me suis réveillé tout neuf, bien crevé. Mais le Pérou ne nous lâche pas. C'est Aurel qui est au lit. Bon, tu peux nous expliquer notre belle journée, Aurel? Du coup, on commence à aller tranquillement vers la Bolivie. Heureux et tout, Clem est malade. Et puis bon, petite pluie quand même, histoire de se tremper jusqu'à l'os. Puis on finit par une petite crevaison des familles. Donc sous la pluie, c'est facile à réparer en plus. Donc, le Pérou nous aura durement éprouvés. Et après tous nos déboires, nous rejoignons les eaux paisibles du lac Titicaca, où nous renouons avec la chance. Ici, à 3800 mètres d'altitude, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur les modes de vie des habitants, et c'est gonflé d'une énergie nouvelle que nous nous dirigeons vers la Bolivie
pour clore ses 5 premiers mois à vélo. Bonne année 2018. Il est 7h du mat, 1er janvier, on est à la Laguna de Chilata et on commence la tête dans les nuages, comme d'habitude. Après une étape à La Paz, certainement notre ville coup de cœur de l'Amérique du Sud, où on se refait une petite santé, nous rejoignons l'altiplano bolivien. Les routes se transforment rapidement en pistes, et les pistes en chemins. La végétation est aride et les animaux sauvages. Le voyageur passe et les habitants qui y vivent se font rares, laissant la place à une nature rigoureuse. Nous nous sentons tout petits devant l'immensité du décor et la puissance des éléments. La nature s'impose et le silence règne, uniquement troublé par les hurlements d'un vent quasi constant. On est au salar de Surire, au Chili. Il fait -5 la nuit, 35 la journée. On casse tout sur le vélo. Tous les après-midi, il y a un énorme orage qui passe. Voilà, je crois qu'on s'est tapé la peur de notre vie là. Plein milieu d'un orage, avec des éclairs qui passaient pas très loin, genre peut-être sur la butte là. On les voit encore tomber. Et on s'est mis dans notre toile de tente et on a un peu prié le bon Dieu, quoi. Si les kilomètres sont difficilement parcourus, les paysages, une alternance de montagnes et de déserts de sel, sont grandioses. Au-delà du challenge physique et des paysages, c'est l'introspection et la reconnexion avec la nature que nous sommes venus chercher ici. Vivre le moment présent. Traversée du Far West. Avec presque 8 heures quotidiennement passées à pédaler et seul au monde, il faut dire qu'on a le temps de la réflexion. Enfin ça, c'est quand on pédale pas trop dans la smoule. Le vélo nous sied à merveille, nous, doux rêveurs que nous sommes, privilégiés de pouvoir prendre le temps de la contemplation et même de la pause. Après un mois passé sur cette plaine aride d'altitude, nous retrouvons enfin de vraies routes bitumées et c'est une vague de vie qui nous assaille alors que nous redescendons vers des altitudes plus supportables.
Un nouveau saut de puce nous emmène jusqu'en Patagonie, à l'extrême sud du continent américain. C'est l'objectif ultime de notre voyage. Anant, un ami indien rencontré sur les sentiers néo-zélandais, rejoint notre duo, assez excité à l'idée de s'essayer au voyage à vélo. La fin de l'été austral nous accorde une douce mise en bouche dans la région des lacs, avec une météo clémente, des lacs émeraudes et des bivouacs magiques. Mais la Patagonie est plutôt réputée pour son climat rigoureux et nous n'y coupons pas sur la carretera australe. Ceux qui disent qu'il pleut en Bretagne ne sont jamais allés en Patagonie. La météo est imprévisible, avec souvent les 4 saisons en une seule journée. How do you like the Carretera Austral now? Oh, it's so much fun, man. Bright sunny days, as you can see, great views. So hot all the time. La route serpente entre fjords, lacs et montagnes, où parfois le ferry est la seule option. De temps à autre, une journée ensoleillée vient remonter notre morale et révèle la splendeur des paysages alentours. Passé la saison touristique, les sentiers sont déserts et nous ouvrent des merveilles insoupçonnées depuis la route principale. Je crois que la saison de rando est un peu terminée là. On est passé en une semaine de l'automne à l'hiver. L'automne laisse rapidement place à l'hiver et la rigueur du climat renforce nos liens avec une joyeuse bande de cyclistes rencontrés sur la route. Si l'aventure est belle, elle est sublimée lorsque partagée. Et le village d'El Chalten, connu pour son célèbre Fitzroy, est l'endroit idéal où partager de bons moments dans une nature bien préservée et totalement libre d'accès. Une fenêtre météo inespérée nous donne accès au circuit Wemul, une boucle de 5 jours aux portes du champ de glace sud de la Patagonie. Entre tyroliennes, glaciers et températures extrêmes, le trek n'est pas une promenade de santé, mais jamais on s'est senti aussi vivant, et ça restera dans nos mémoires pour longtemps.
Les derniers kilomètres jusqu'à Punta Arenas sont parcourus rapidement. L'hiver est là, rendant le vélo difficile et le retour en France plus facile. Ces 2 ans nous ont offert une immersion dans le monde pour mieux le comprendre et casser nos visions préfabriquées. Dans chaque pays traversé, on nous disait de se méfier du voisin, nous n'avons vu que les mêmes hommes. On souhaitait simplifier notre vie, camper, marcher, rouler, manger, partager, sourire, pour ne garder que l'essentiel. L'aventure pour avoir de nouveaux yeux, s'émerveiller devant les paysages et les saisons, ressentir la nature pour finalement mieux la respecter. Terminé. Terminé. Les oiseaux chantent, le soleil brille. Il est 8h du matin, on commence tout doucement. Tranquillou. Une petite crevaison. Tu nous as pas dit que tu le faisais en vélo l'Amérique du Sud, Clem? Ça dépend des jours. Oui, du goudron. Merci Chili. En direct de la face nord de Corcovado. C'est pas beaucoup de piste, ça glisse. Non, je déconne. On randonne. Chacun a sa version de la plage. Là, il fait 0 là.